pour ce grand débrief de l'actualité de la saison. Je suis très bien entourée. Je suis entourée de Tariq Krim, donc fondateur de NetVibes, Jolly Cloud et Polite, et Alain Staron, expert en disruption, fondateur d'Amborella. Bonjour à tous les deux. C'est l'occasion de donner votre opinion sur quelques sujets qui ont marqué l'année. J'avoue que je les ai un petit peu sélectionnés pour vous, mais vous avez le droit d'en ajouter, bien évidemment. On va démarrer, Thierry Alain, avec la transformation numérique. On nous dit, voilà, il y a eu cette période de confinement qui a accéléré la transformation numérique. Au final, moi, qu'est-ce que j'ai vu ressortir? C'est on passe à télé-tout. Alors, télé-consulter, télé-travailler, télé-payer aussi. On en a encore parlé hier avec Jérôme Bouteiller sur l'explosion du paiement aussi depuis le mobile. Est-ce que, selon vous, Alain, ce sont vraiment des disruptions majeures qui se sont passées? C'est très important ce qui se passe. Télé, c'est on se met à distance. Et effectivement, on s'est mis à distance de son médecin, c'est de la téléconsultation. On se met à distance de son équipe au travail, c'est le télétravail. Et puis on se met à distance des moyens de paiement. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Le premier secteur disrupté, si on veut parler de disruption, c'est forcément la mobilité. Puisque je me déplace plus, donc je prends moins les transports, soudain c'est soulagé. Et puis on peut même se poser des questions sur l'avenir des transports. Ça a des impacts sur l'organisation du travail. Et alors, on va les prendre un par un. Si on continue avec le travail, on continue à travailler mais à distance. Et puis, on reconnaît maintenant que quand on est tous à distance, on perd ce qui fait la force d'une équipe ensemble. C'est en particulier la créativité. Enfin, 10 millions de personnes ont écrit sur le sujet, je ne vais pas en rajouter. Donc, on se rend bien compte que voilà, il faut qu'on vive dans un mode un peu flexible. C'est comme flexible végétarien, on est un peu à distance, un peu en réel. Et si on va au-delà, pour rester toujours sur cette thématique du travail, j'ai organisé justement un talk sur ce sujet. C'est aussi une révolution sur l'emploi. C'est-à-dire que là, on a découvert les premières sociétés qui nous disent aujourd'hui, moi, je vais aller recruter de par le monde des gens qui, jusqu'ici, travaillaient dans les sièges sociaux, qui devaient être au plus près des postes décisionnels. Ça, c'est la vraie transformation de l'emploi aussi. D'une part, une globalisation du travail. Mais si on va plus loin, si je suis en télé-tout, est-ce que j'ai encore besoin de signer un contrat? Oui. Et donc, le contrat de travail, ça a moins de 200 ans. Il ne faut pas se leurrer. On était avant tous indépendants. Et il est fort probable qu'on redevienne tous indépendants un jour prochain. Donc, voilà. C'est vrai que ça fait quelque temps qu'on voit une obsolescence programmée, je dirais, du contrat de travail français. Là, ça va devenir compliqué de le maintenir en l'état. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Tariq Krim. Ce que cette pandémie nous a montré, c'est pas finalement que le numérique est important. Ça, je pense que ça fait 20 ans qu'on le sait. C'est plutôt que la qualité du numérique qui est importante. Et on a vu des gens qui, malheureusement, étaient prisonniers d'un numérique de très mauvaise qualité, que ce soit en termes de débit, en termes d'interface. C'est vrai que ces visioconférences à outrance, ça rend les gens fous. Il n'y a plus d'interruption. On travaille beaucoup plus. On travaille pas forcément aussi bien qu'on le croyait. Et ce qu'on a vu, au contraire, moi je trouve avec cette pandémie, c'est que les outils de collaboration dont on nous promettait des merveilles quand l'entreprise entière y serait, maintenant que l'entreprise entière y est, il manque encore plein de choses. C'est pas aussi incroyable que ça. Alain, je vous laisse continuer. Oui, donc, disruption du télétravail, c'est probablement la disruption du contrat de travail à la fin du fin. Aujourd'hui, la télémédecine, la téléconsultation, on en a parlé l'autre jour. Le premier sujet, c'est le point de douleur. Il n'y a plus de médecins dans les campagnes. Bon, on oublie de dire qu'il n'y a plus de médecins du tout. Bon, il n'y a pas assez de médecins, on le sait bien. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qu'on peut consulter en restant à côté de chez soi, dans sa pharmacie, dans une belle cabine, et puis on a un médecin à distance. Et puis, qu'est-ce que ça porte en prémisse, ça, comme disruption? Le fait qu'on n'aille plus pour diagnostiquer une maladie, mais qu'on aille pour diagnostiquer un état de soi, et puis aller depuis je dois me faire soigner à je dois prévenir les futures maladies. Et le passage du soin à la prévention, c'est une bonne nouvelle quand même. C'est le Graal de tous les médecins qui disent tous soignez-vous vous-même, vous êtes votre premier médecin, comportez-vous comme il faut pour être en meilleure santé. Et de toute façon, quand on fait x10 le nombre de centenaires en France, à l'échelle d'une génération, 300 000 centenaires, je ne sais pas comment on pourrait faire autrement. Donc la disruption en question, c'est la disruption du système de santé. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire, il faut arrêter de soigner, il faut se prendre en main pour mieux prévenir les futurs problèmes. Tariq Krim là-dessus? Quand on voit la pandémie et quand on voit la gestion, surtout de la maladie, ça c'est vrai qu'en théorie, c'est ce vers quoi on devrait aller. Je pense que
L'idée, c'est d'apprendre non seulement d'avoir le soin gratuit, mais la prévention gratuite et évidemment améliorer tout ça. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec le Covid, en gros, quand vous étiez malade, vous restiez chez vous. Et si vous étiez au bord de la mort, vous veniez à l'hôpital de toute urgence. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a l'aspect pratique des choses et à l'aspect théorique. Et je crois que ce que cette pandémie nous a montré, c'est qu'on s'est heurté à un manque de sens pratique, c'est-à-dire qu'on a idolâtré une certaine vision de la technologie, mais dès qu'elle se met en application, soudain, ça marche moins bien et on a aussi besoin de gens compétents, de gens un peu habiles. C'est-à-dire qu'à l'épreuve du réel, ça a été très déceptif. Ouais. Absolument, je trouve. En même temps, c'est une pandémie mondiale, c'est un truc qu'on n'avait pas vécu depuis de très nombreuses années. Quand je parle de prévention, moi je parle de tout ce qui fait les cohortes qui vont dans les hôpitaux tous les ans, sans attendre le Covid. Enfin, on n'a pas attendu le Covid pour remplir les hôpitaux. Et les médecins vous diront, c'est plein de gens qui pourraient ne pas être là s'ils savaient se prendre en main. Et le problème, c'est que quand je vais à l'hôpital, c'est gratuit. Mais pour l'instant, si je veux soigner ma prévention, autrement dit, m'organiser un peu mieux, c'est payant. Et donc, ce qu'on entend de la part des Français, c'est pourquoi est-ce que je paierais pour faire la prévention, puisque si je me fais soigner, c'est gratuit. Donc autant que je tombe malade. On marche sur la tête. Et ça, c'est un travers très clairement français que vous discutez. Ça fait déjà 2 sujets politiques quand même. Oui. Le contrat de travail, le système de santé. Très bien. Pour le troisième, on va essayer d'être en dehors de ça. Je ne vais pas revenir sur la fin du cash. Mais je le prends par un petit sujet qui est par ailleurs le projet sur lequel je travaille principalement en ce moment, qui est, s'il n'y a plus de cash dans les banques, pourquoi est-ce que j'irais braquer une banque? Et donc le problème devient, que fait tout le système, l'activité sécurité des banques? Et à côté de ça, il n'y a plus de cash. À côté de ça, qu'est-ce qu'on voit monter? On l'a vu. La cybercriminalité. La cybercriminalité d'une part, et d'autre part, les incivilités dans toutes les boutiques. Et donc on se rend compte que ce n'est pas la fin des systèmes de sécurité, c'est la transformation, pour le coup, de la disruption, la transformation de ces équipes-là, de ces métiers-là, vers plus d'humains, paradoxalement ou pas paradoxalement. On est tous éloignés. Quand on se rapproche, ça se passe moins bien. Je ne suis pas sociologue, donc je tire une conséquence. Et donc là, on assiste à une vraie transformation en devenir des gens qui font la sécurité des biens et des personnes, qui vont probablement faire moins de biens et plus de personnes. On va enchaîner avec, quand même, on va revenir sur un autre sujet politique, c'est les débats autour de la souveraineté numérique française et européenne. Alors, on a vu qu'on avait quelques dissonances au sein même de la France. Tout le monde n'a pas forcément la même idée de ce que doit être cette souveraineté numérique. Tariq Krim, vous avez écrit là récemment un sujet très intéressant, Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Expliquez-nous. En fait, ce livre que j'ai écrit dans la foulée de l'annonce du plan cloud, puisque comme vous le savez, le 17 mai dernier, Bruno Le Maire, Cédric O et Amélie de Montchalin ont présenté la nouvelle stratégie cloud de la France. Et cette stratégie... Un cloud souverain, j'ai entendu. Fait entrer les GAFAM, ou en tout cas 2 entreprises, Google et Microsoft, au cœur de l'État. Pour des observateurs ou des acteurs, comme je l'ai été depuis des années, ça me semble être une folie. Je dirais même pire, on entre dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'on va installer des systèmes... Là, parce que vous allez un petit peu vite, Tariq Krim, quand même. Ce que vous êtes en train de dire, alors déjà, l'idée de l'ordinateur de quelqu'un d'autre, donc c'est l'idée du cloud. OK. Et ce que vous nous dites, c'est que la politique souveraine française favorise d'entrée de jeu les acteurs puissants et donc les GAFA. En fait, ce qui est incompréhensible, ou quand on regarde, est en fait clair, c'est que depuis 40 ans, nos élites ne comprennent rien à l'Internet, à la technologie, ne savent pas faire. Et donc, quand on nous dit depuis 40 ans, le retard français, il est urgent d'eux, la réalité, c'est vous avez tout raté parce que vous n'avez pas su mettre les bonnes personnes en charge de ces projets. Ce qu'on a fait dans les années... Pourtant, il y a quand même des personnes qui ont essayé, qui s'y sont intéressées. Vous avez même conseillé d'ailleurs certains pays. Oui, mais fondamentalement, ce qui s'est passé depuis les années 90... Il y a le Conseil national du numérique, par exemple. Le Conseil national du numérique, certes. Mais ce qui se passe à la fois dans les grandes entreprises, mais aussi au sein de l'État, c'est qu'on a dit, l'informatique, ça coûte trop cher, on va tout donner aux sociétés de services. Et donc, on a vidé les ministères, mais aussi les entreprises de talent, et on a commencé à avoir ces projets à la chaîne qui n'en finissent plus, facturés à la journée, mais on ne sait plus, Chorus, Louvre, tous ces grands échecs numériques, et je donne cela, mais il y en a des dizaines d'autres.
Et ce qu'on a découvert avec notamment l'arrivée du cloud et de l'Internet, c'est que des sociétés comme Google, Apple, Facebook, leur force, c'est d'avoir en fait l'informatique en interne, c'est d'avoir les développeurs. Et donc on a été à contre-courant, on a complètement en fait éliminé les talents à l'intérieur du gouvernement, mais à l'intérieur des administrations, où on n'a pas su promouvoir les bonnes personnes au sein de ces administrations. Et aujourd'hui, on se dit, on ne sait pas faire. On va demander à des sociétés qui, d'ailleurs, et c'est assez drôle, ont embauché un nombre incroyable de Français, on va en avoir un tout à l'heure, pour Luc développer Julia. ces services de cloud. Il revient en France, il va travailler pour le constructeur. Absolument. Donc on a une espèce d'incohérence. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qu'on nous dit à chaque fois, c'est on ne sait pas faire. Alors que dans d'autres secteurs, l'automobile, dans tous les domaines, on sait fabriquer des voitures. Personne ne vient dire nous ne savons pas fabriquer des voitures. Mais dans le numérique, à chaque fois, ministre après ministre, on nous explique nous sommes en retard, nous ne savons pas faire. Et en même temps, on ne fait pas confiance aux gens qui en France savent faire. C'est pas juste une maladresse, c'est un manque de confiance en nos talents. Oui, puis je pense que c'est un syndrome de cette forme de technocratie qui est en France, qui gère la France depuis 40 ans, qui est imperméable à l'informatique. Ce n'est pas leur sujet. C'est peut-être le droit, c'est la politique, c'est la communication. On n'a que des gens qui ont des profils de communication qui se sont retrouvés au numérique. On n'a jamais eu d'experts. Moi, je prône depuis des années l'idée d'avoir un CTO, quelqu'un qui a une feuille de route claire, qui dit voilà la technologie, voilà ce qu'on va faire, voilà les technologies qu'on va faire, ce que fait Google, ce qu'ont fait les États-Unis, puisqu'il y a toujours un CTO auprès du président américain qui le conseille sur ces questions. Et là, en fait, on a l'impression qu'on est en roue libre, et j'allais dire même on va dans l'inconnu, parce que je ne sais absolument pas tout ce que cela va avoir comme conséquence. Et en tout cas, ça génère beaucoup d'inquiétudes. Alain Staron, sur les débats sur la souveraineté numérique française. Effectivement, si je vais en allant toujours dans le même sens, d'une part, aux États-Unis en particulier, mais en Chine aussi, on fait confiance au secteur privé pour développer. On ne leur donne pas carte blanche, mais on les finance sur des projets d'innovation un peu lointains. La plupart des GAFAM ont démarré comme ça, avec des contrats officiels. En France, on est plutôt dans quand je donne un ordre, c'est pour moi et circulaire, rien à voir. Donc on brise la possibilité de la sphère privée de développer des produits probablement plus en même de rencontrer leur marché qu'une directive étatique en disant tu fais pour moi. Donc c'est une des raisons qui fait que l'absence de confiance... Après, il y a plein d'entreprises françaises tech qui aimeraient bien qu'on leur dise « tu fais pour moi » au niveau de l'État. Oui, mais non, justement, parce que le travers, il est au niveau de l'État. Le carnet de commandes est un peu vide. Exactement. Donc, il manque cette fibre capitalistique, il faut appeler un chat, où il y a une confiance partagée entre les gouvernants et la sphère privée qui fait développer sur des sujets... Enfin, l'aérospatial, c'est le même sujet. Vous comparez Tesla et Ariane. Voilà, on a compris ce qu'on avait pris comme retard. Ensuite, une fois qu'on en est là, c'est un constat, on est en retard. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, on court après. On se dit, on va faire comme les autres. Ma recommandation, c'est, puisqu'on est en retard, regardons le coup d'après. Le Cameroun n'a jamais développé de téléphone fixe. Ils sont passés au téléphone immobile. Les Indiens vont jamais développer un EDF. Ils passent à l'énergie solaire, etc., etc., etc. Quand vous êtes en retard sur un sujet, sautez sur le sujet suivant et sautez-y de la bonne manière, c'est-à-dire en faisant confiance à une sphère privée, en orientant les sujets et en y allant. Alors c'est quoi la sphère, à mon avis, le post-cloud? Mon sujet en ce moment, c'est de faire des objets connectés. Bien. Je ne peux pas remonter toutes les données dans le cloud. Ça me coûterait beaucoup trop cher et en télécom et en énergie électrique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traite localement, ce qu'on appelle sur le edge. Je fais de l'intelligence artificielle embarquée locale. Du coup, est-ce que j'ai besoin d'un cloud? Un tout petit. Et qu'est-ce que je mets dans ce tout petit cloud? Surtout pas des données personnelles. Je ne remonte que des métadonnées. J'ai presque envie de parler de Sigfox, mais on va partir dans un autre sujet on a déjà traité ensemble. Donc, du coup, ma recommandation à tous ceux qui nous écoutent, c'est de dire le cloud est un sujet... On a perdu, voilà, on peut faire ce qu'on veut, mais de toute façon, on a perdu. Et alors, moi, je rejoins tout à fait, aller mettre nos données chez un Google ou un Microsoft, on est très, très mal barré. Google, bien pire que Microsoft, mais on en a aussi déjà parlé. Regardons le sujet suivant. Le sujet suivant, c'est les essaims d'objets autonomes. On va transmettre du sens et non plus des données. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Mais aujourd'hui, on a justement beaucoup de compétences dans ces sujets-là. Oui. Moi, je ne dirais pas qu'on a perdu. Donc là, je pense que... ce qui est important, ce qui est fondamental à comprendre, c'est que le cloud, ce n'est pas de l'infrastructure, c'est du logiciel.
Et comme le disait Daniel Glasman d'ailleurs ici même, Oui. le logiciel, c'est simple, il suffit d'une table, d'un ordinateur et du jus de cerveau. On a d'excellentes écoles, on produit des gens, des ingénieurs de très bonne qualité, on a tout le savoir-faire. Le vrai sujet, c'est ce qu'on disait, c'est le paradoxe français, c'est que l'État subventionne les entreprises et donc les aide, mais l'État acheteur les tue en n'achetant jamais leurs Exactement. produits. Donc on a d'un côté la BPI qui aide, et il y a énormément d'aides pour les entreprises, d'ailleurs françaises et américaines. C'est aussi pour ça que les Google et autres s'installent, parce ils ont accès à toutes ces aides et ces ingénieurs de talent. Mais ensuite, l'État acheteur ne sait pas faire confiance. Quand le projet JEDI, c'est quand même 10 milliards de dollars. Le projet JEDI, c'est le département de la défense américain qui fait son service de cloud. C'est 10 milliards de dollars d'un coup. C'est une somme colossale. Ouais. Nous, quand on dépense de l'argent, on ne sait pas le dépenser vers les petites entreprises qui ensuite deviennent des entreprises de taille moyenne et qui ensuite ont une chance de devenir des entreprises de taille plus importante. On décide toujours que quand on est petit, on n'est pas bon. Alors qu'en fait, en informatique, je suis désolé, Google, Facebook, c'est né dans un garage. Il faut peut-être parier un peu plus sur le code, comme le disait Absolument. aussi Daniel Glasman. Absolument. Ouais. Bon, alors, en fait, vous êtes très bavard, bon, moi aussi sans doute. Donc, tous les autres sujets passent à la trappe. Je vous propose qu'on se retrouve à la rentrée, qui va être fin août, assez de bonne heure, le 23 août exactement, pour traiter les autres sujets. Juste, voilà, pour vous dire, moi, ce qui me semblait intéressant aussi de noter, c'est ces GAFAM qui... peut-être sont un peu secoués par des procédures antitrust, mais on ne les a pas encore vus déstabilisés. Ce sera une question qu'on posera donc à notre retour. Il y avait la question de Clubhouse qui a été un phénomène à son lancement. Ça y est, on passait aux réseaux sociaux vocaux, la voice text allait exploser. On se demande si ça ne fait pas pchit. Bon, et puis les NFT, évidemment, on en reparlera, on en parle très souvent dans Smart Tech, la cybersécurité ou encore la régulation des réseaux sociaux. Et demain, peut-être une régulation d'Internet avec le CSA qui vient se mêler de l'affaire. Voilà, ça fait beaucoup de sujets. Je vous réinvite avec grand plaisir. Merci Tariq Krim, entrepreneur, fondateur de Polite, et Alain Staron, fondateur d'Amborella. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup. Juste après la pause, on retrouve Luc Julia pour sa grande interview.